Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Inside News Review. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une interview exclusive qui a révélé les pensées les plus intimes d'un homme au centre de l'un des conflits les plus complexes d'Afrique. Paul Kagame, président du Rwanda depuis plus de 2 décennies, s'est confié à Al Jazeera quelques heures avant de parapher ce que l'administration Trump qualifie d'accord historique entre Kigali et Kinshasa. Le 4 décembre 2025, dans les couloirs du Donald J. Trump Institute for Peace, anciennement connu sous le nom d'Institut américain pour la paix, 2 dirigeants africains aux relations tumultueuses ont apposé leur signature sur les accords de Washington pour la paix et la prospérité. Mais derrière les poignées de main protocolaires et les sourires diplomatiques se cache une réalité beaucoup plus complexe. Dans cette interview accordée à Steve Clements d'Al Jazeera, Paul Kagame a levé le voile sur sa vision de cet accord, sur ses relations avec le président Tshisekedi, mais surtout sur ce qui constitue, selon lui, le véritable problème à l'est de la République démocratique du Congo. L'accord signé le 4 décembre consolide un processus amorcé en juin 2025, lorsque les ministres des Affaires étrangères des 2 pays avaient paraphé un premier document à Washington. Depuis, le conflit sur le terrain ne s'est pas arrêté, les combats entre les forces alignées avec la RDC et celles soutenues par le Rwanda continuant de faire rage. Le président Trump a salué cette signature comme un moment historique, déclarant que c'était un jour magnifique pour l'Afrique et pour le monde entier. Mais dans les zones de combat du Nord Kivu et du Sud Kivu, les civils continuent de fuir, les déplacements massifs se poursuivent et les groupes armés restent actifs. Aujourd'hui, nous décortiquons les propos de Paul Kagame, non pas pour juger, mais pour comprendre. Comprendre comment un dirigeant africain perçoit l'engagement américain, comment il justifie les actions de son pays, et surtout, comment il envisage un avenir de paix dans une région qui en a désespérément besoin depuis plus de 30 ans. Nous analyserons chaque réponse, chaque nuance, chaque silence. Car dans cette interview, Kagame n'a pas seulement parlé de paix, il a révélé une philosophie, une stratégie et des calculs qui méritent d'être examinés. Commençons par le regard de Kagame sur l'engagement américain, entre pragmatisme et opportunisme stratégique. Lorsque Steve Clements demande à Paul Kagame ce qui rend cet accord si important du point de vue rwandais, la réponse du président est révélatrice d'une lecture géopolitique affinée. Kagame commence par situer le conflit dans son contexte historique, rappelant que cette crise remonte à plusieurs décennies. Mais c'est sa lecture de l'engagement américain qui mérite une attention particulière. Le président rwandais souligne avec une certaine satisfaction que jamais auparavant, il n'y a eu un tel niveau d'attention, de visibilité et d'énergie consacrée à ce conflit. Il mentionne explicitement la rencontre entre les 2 dirigeants et le président des États-Unis, un fait qu'il présente comme sans précédent. Pour Kagame, l'implication directe de Donald Trump constitue un changement de paradigme fondamental. Il n'hésite pas à affirmer que l'ampleur de la pression exercée pour résoudre ce problème n'a jamais été aussi intense. Cette observation n'est pas anodine. Elle révèle une reconnaissance implicite que les processus régionaux africains, qu'ils soient menés par l'Union africaine, la Communauté de l'Afrique de l'Est ou d'autres mécanismes continentaux, n'ont pas eu le poids nécessaire pour forcer les parties à faire des compromis significatifs. En valorisant l'intervention américaine, Kagame semble suggérer que seule la puissance d'une grande nation occidentale, avec ses leviers économiques et diplomatiques, peut créer les conditions d'un véritable règlement. Le président rwandais va plus loin en analysant les fondements de cet accord. Il exprime son appréciation pour le fait que le cadre proposé touche aux éléments fondamentaux du conflit. Il cite explicitement les 3 piliers identifiés par l'administration Trump, les aspects politiques, sécuritaires et économiques. Pour Kagame, cette approche tripartite capture l'essence du problème, du moins sur le plan théorique. Mais il introduit immédiatement une nuance capitale, la différence entre la théorie et la pratique. C'est dans la mise en œuvre, prévient-il, que les complications surgissent toujours. Cette prudence calculée est caractéristique de la rhétorique de Kagame. Il se montre optimiste sur le cadre, tout en se réservant le droit de pointer les défaillances futures. C'est une posture qui lui permet de bénéficier du crédit lié à la signature de l'accord, tout en se prémunissant contre d'éventuels échecs, en les attribuant à des problèmes de mise en œuvre plutôt qu'à des défauts conceptuels. Lorsque la conversation se tourne vers la comparaison entre différentes approches de l'engagement international en Afrique, Kagame dévoile une vision particulièrement critique des modèles traditionnels de coopération. Il établit une distinction nette entre 2 paradigmes.
D'un côté, il identifie ce qu'il appelle les récits sur la connexion avec les problèmes de l'Afrique, inscrits dans un cadre global d'ordre mondial traditionnel, avec des théories sur la démocratie, la liberté et les droits humains. De l'autre, il positionne une approche qu'il décrit comme axée sur des éléments tangibles, le commerce, les intérêts économiques et leur traduction concrète en amélioration de la vie des populations. La critique de Kagame envers le premier modèle est acerbe. Il affirme que ces théories sont restées de simples histoires pendant de nombreuses années, ne se traduisant pas par des améliorations concrètes dans la vie des peuples du continent. Cette observation reflète une frustration palpable avec ce que beaucoup de dirigeants africains perçoivent comme de l'hypocrisie occidentale. Des discours vertueux sur les valeurs démocratiques qui masquent souvent des intérêts stratégiques et qui, dans la pratique, n'apportent pas de bénéfices tangibles aux populations africaines. En contraste, Kagame exprime sa préférence pour ce qu'il appelle une approche transactionnelle. Il valorise la clarté de la logique, ce que vous donnez, ce que vous gagnez, avec une emphase sur les résultats mesurables. Cette vision s'aligne parfaitement avec la philosophie de l'administration Trump, connue pour privilégier les relations bilatérales fondées sur des échanges concrets plutôt que sur des principes abstraits. Pour Kagame, cette approche pragmatique permet de mesurer clairement ce qu'on obtient de tout engagement, contrairement au processus traditionnel qui, selon lui, génère parfois plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Il va jusqu'à suggérer que la gestion de ces problèmes générés par l'approche traditionnelle est devenue une industrie en soi, perpétuant indéfiniment les difficultés. Cette remarque pourrait être interprétée comme une critique voilée des nombreuses organisations internationales, ONG et mécanismes de médiation qui, selon certains observateurs, ont parfois intérêt à maintenir un certain niveau de crise pour justifier leur existence et leur financement. Cependant, Kagame conclut cette réflexion par une affirmation de responsabilité africaine. Il souligne que la principale responsabilité incombe aux Africains eux-mêmes, qui doivent exploiter les opportunités disponibles ou, en l'absence d'opportunités, trouver des moyens de faire ce qui a du sens pour eux. Cette insistance sur l'agentivité africaine est importante car elle nuance son propos. Il ne s'agit pas simplement de blâmer les partenaires internationaux, mais de reconnaître que les Africains doivent assumer leurs responsabilités. Il reconnaît même que les acteurs internationaux portent parfois une part de responsabilité importante, mais il ajoute que cette culpabilité est probablement aussi invitée par l'absence des Africains dans la gestion de leurs propres affaires. Cette autocritique, aussi limitée soit-elle, révèle une conscience des dynamiques de pouvoir et de la nécessité pour les nations africaines de prendre le contrôle de leur destin plutôt que de compter uniquement sur l'intervention externe. Cette section de l'interview révèle donc un Kagame stratège, capable de naviguer entre reconnaissance de l'apport externe et affirmation de la responsabilité africaine, tout en exprimant clairement sa préférence pour un modèle de coopération basé sur des intérêts mutuels tangibles plutôt que sur des principes idéologiques. C'est une vision qui résonne avec l'approche de l'administration Trump, mais qui soulève également des questions sur la place des valeurs démocratiques et des droits humains dans cette nouvelle forme de diplomatie. Analysons maintenant le double jeu diplomatique entre processus américain et qatari. L'architecture diplomatique qui a conduit à l'accord de Washington révèle une complexité que Kagame aborde avec une franchise calculée. Le président rwandais explique la coexistence de deux processus parallèles. Un processus bilatéral géré par les États-Unis entre le Rwanda et la RDC et un processus de dialogue interne congolais facilité par le Qatar. Cette double piste n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de manœuvres diplomatiques dans lesquelles Kagame présente son pays comme un acteur réactif plutôt que proactif. Selon Kagame, c'est le président Tshisekedi lui-même qui a initié la séparation de ces deux processus. Il raconte sa rencontre avec Tshisekedi à Doha, organisée à la demande explicite du président congolais. Cette narration vise à désamorcer les critiques de leaders africains qui, selon Kagame, accusaient le Rwanda d'avoir abandonné les processus africains au profit des initiatives qataries et américaines. En attribuant l'initiative à Tshisekedi, Kagame se positionne comme un partenaire coopératif plutôt qu'un perturbateur. Mais l'interprétation de Kagame sur les motivations de Tshisekedi est particulièrement révélatrice. Il affirme que le président congolais espérait manipuler les deux processus en sa faveur, en capitalisant sur la perception de la grandeur et de la richesse de la RDC. Selon Kagame, Tshisekedi pensait que le monde entier était intéressé par les ressources congolaises et qu'il pourrait influencer les résultats en payant et en manipulant les acteurs impliqués.
Cette accusation directe de tentative de manipulation diplomatique est audacieuse et dépeint Tshisekedi comme un dirigeant qui sous-estime l'intégrité des processus dans lesquels il s'engage. Kagame poursuit en expliquant qu'à chaque invitation, le Rwanda a participé de bonne foi, mais en présentant systématiquement ce qu'il considère comme les faits et les questions fondamentales à aborder pour traiter les causes profondes du conflit. Cette insistance sur les faits et les causes profondes est un leitmotiv du discours rwandais qui positionne Kigali comme le détenteur de la vérité face à un Congo perçu comme évasif. Le résultat de cette dynamique, selon Kagame, est que ce que Tshisekedi pensait pouvoir manipuler s'est transformé en une séparation claire des processus. Le dialogue FCM23 à Doha entre le gouvernement congolais et les groupes armés d'une part, et le dialogue bilatéral RDC-Rwanda dans un cadre régional à Washington d'autre part. Cette séparation, que Kagame présente comme un échec de la stratégie manipulatrice de Tshisekedi, a en réalité permis d'aborder différentes dimensions du conflit sans qu'elles s'entremêlent. L'évocation du rôle du Qatar est également significative. Kagame salue la position de Doha comme étant à l'avant-garde des efforts de réconciliation, non seulement dans la région des Grands Lacs, mais dans de nombreux autres conflits à travers le monde. Il souligne la disponibilité du Qatar, ses ressources et son désir authentique de paix. Cette reconnaissance publique n'est pas gratuite. Elle renforce les liens entre Kigali et Doha, tout en créant un contrepoids diplomatique à l'influence américaine. Ce double processus soulève néanmoins des questions pratiques. Comment coordonner efficacement deux pistes parallèles? Que se passe-t-il si les conclusions de Doha contredisent celles de Washington? Kagame ne répond pas directement à ces interrogations, mais son optimisme suggère qu'il considère cette séparation comme avantageuse pour le Rwanda, permettant de traiter les questions internes congolaises séparément des relations bilatérales. Lorsque Steve Clements l'interroge sur sa confiance en la capacité de Tshisekedi à contrôler les différents courants agissant à l'est de la RDC, Kagame adopte une posture prudente mais révélatrice. Il commence par affirmer que l'accord de principe est déjà un pas important et constitue la première étape à franchir. Cette validation initiale est cruciale pour lui car elle établit un cadre normatif auquel toutes les parties peuvent être tenues responsables. Mais Kagame anticipe immédiatement les complications. Il reconnaît que le diable se cache dans les détails et que ces défis devront être affrontés au fur et à mesure. Cependant, il n'exprime pas de confiance explicite en Tshisekedi. Au lieu de cela, il place ses espoirs dans l'accompagnement continu du Qatar et des États-Unis. Il espère que ces deux acteurs continueront à surveiller la mise en œuvre de l'accord et à identifier objectivement les manquements de chaque partie. Cette position est stratégiquement habile. En appelant à un mécanisme de surveillance internationale, Kagame se prémunit contre d'éventuelles violations de l'accord par Kinshasa, tout en acceptant implicitement que Kigali sera également surveillé. Plus significativement, il anticipe les difficultés en rappelant l'historique de la RDC en matière de respect des accords. Il affirme explicitement que la RDC a un passé de conclusion d'accords avec différentes parties, y compris le Rwanda, suivi le lendemain de déclarations contraires. Il précise que cela s'est produit non pas une ou deux fois, mais à plusieurs reprises. Cette accusation de mauvaise foi récurrente de la part de Kinshasa est un élément central de la rhétorique rwandaise. Elle sert plusieurs objectifs: justifier le scepticisme de Kigali, préparer l'opinion internationale à d'éventuels échecs de l'accord en désignant d'avance le coupable et renforcer l'image du Rwanda comme partenaire fiable face à un Congo instable et peu digne de confiance. Malgré ce scepticisme affiché, Kagame maintient qu'il ne faut pas se laisser détourner de la bonne direction initiale. Il prône une approche progressive, étape par étape, en restant vigilant face aux défis prévisibles. Cette position lui permet de paraître constructif, tout en conservant une marge de manœuvre critique si l'accord échoue. C'est une diplomatie de l'assurance préalable, s'engager dans le processus tout en construisant dès maintenant le récit d'une éventuelle faillite attribuable à l'autre partie. Plongeons dès à présent dans la question des minerais. Démystification ou stratégie de légitimation. L'un des aspects les plus tendus de l'interview concerne la question des ressources minérales, sujet sensible qui alimente depuis des années les accusations contre le Rwanda. La manière dont Kagame aborde ce thème révèle une stratégie de défense sophistiquée, mêlant indignation, justification technique et contre-attaque diplomatique.
Lorsque Steve Clements l'interroge sur la compétition avec la Chine et les intérêts américains pour les matériaux critiques, Kagame commence par refuser d'entrer dans cette discussion géopolitique plus large. Il affirme que la compétition mondiale est trop lourde à porter sur ses épaules et préfère se concentrer sur les problèmes de sa région. Cette esquive initiale lui permet de recentrer le débat sur le terrain qu'il souhaite occuper, la légitimité des ressources minérales rwandaises. Kagame attaque alors frontalement ce qu'il présente comme une fausse croyance, l'idée que toutes les ressources minérales de la région appartiendraient exclusivement à la RDC. Il dénonce avec véhémence le fait qu'on refuse de reconnaître l'existence de minerais au Rwanda, attribuant automatiquement toute production rwandaise à un pillage du Congo. Cette frustration n'est pas feinte. Elle reflète un ressentiment profond face à ce qu'il perçoit comme une injustice narrative systématique. Pour appuyer son argument, Kagame cite des exemples concrets. Il mentionne le tungstène, l'étain et le tantal, affirmant que ces minerais existent bel et bien au Rwanda et même de qualité supérieure à ce qu'on trouve ailleurs. Il souligne que le Rwanda est désormais le 4e producteur mondial de tungstène, sinon le premier en Afrique. Cette précision quantifiable est importante car elle transforme un débat qualitatif en données vérifiables. Le président rwandais introduit ensuite Trinity Metals, une entreprise américaine, comme témoin de la légitimité de la production minière rwandaise. Il explique que cette société, active au Rwanda depuis longtemps, a effectué les découvertes géologiques, est cotée en bourse et a constamment amélioré ses capacités de transformation locale. En citant une entreprise occidentale établie, Kagame cherche à apporter une caution internationale à ses affirmations, suggérant que si une compagnie américaine investit au Rwanda, c'est bien parce que les ressources y sont réelles et exploitables légalement. Kagame élargit ensuite son inventaire minéral. Il mentionne le barium, le lithium et d'autres minéraux critiques, insistant sur le fait que ce sont essentiellement des minerais stratégiques. Il aborde également l'or, reconnaissant que le Congo possède probablement plus d'or que le Rwanda, mais affirmant que le Rwanda en possède également. Cette concession partielle vise à paraître raisonnable, tout en défendant le principe que le Rwanda n'est pas dépourvu de ressources propres. Puis vient la contre-attaque. Kagame affirme que tout l'or exporté par le Rwanda ne peut pas provenir de la RDC. Il introduit alors un argument crucial. Les pays voisins de la RDC autres que le Rwanda exportent en réalité des volumes beaucoup plus importants de minerais congolais que ceux qui transitent par le Rwanda. Cette affirmation, si elle est exacte, déplace radicalement le débat. Elle suggère que le Rwanda est disproportionnellement ciblé dans les accusations de trafic illicite de minerais, alors que d'autres routes commerciales bien plus importantes sont ignorées. Cette focalisation excessive sur le Rwanda, selon Kagame, est liée au conflit et à l'histoire des tensions entre les deux pays. Elle s'inscrit dans ce qu'il qualifie de jeu de blâme contre le Rwanda, servant à couvrir d'autres problèmes et activités, y compris le soutien aux FDLR. En liant la question des minerais à la sécurité et aux milices génocidaires, Kagame tente de déplacer le focus de l'accusation économique vers une justification sécuritaire. Le président rwandais va même plus loin en accusant certains acteurs internationaux, qu'il désigne comme de grands pays de l'hémisphère occidental, d'être complices de cette dynamique. Il évoque leur rôle dans la dissimulation des responsabilités du génocide rwandais et leur participation au jeu de blâme contre son pays. Cette accusation directe contre des puissances occidentales non nommées est audacieuse et reflète le ressentiment persistant de Kagame envers la communauté internationale pour son inaction lors du génocide de 1994 et ce qu'il perçoit comme une culpabilité compensatoire mal dirigée. Il conclut cette section en soulignant la contradiction apparente. Le Rwanda a protégé son territoire, a continué à se développer et a veillé à ne pas être source d'instabilité, précisément parce qu'on ne peut pas simultanément créer un meilleur environnement pour soi et contribuer à l'instabilité. Pourtant, selon lui, les gens continuent de traîner le Rwanda dans ses accusations pour leurs propres raisons, raisons qu'il dit ne pas comprendre. Cette incompréhension affichée est rhétorique. Kagame comprend parfaitement les accusations portées contre son pays, mais en se présentant comme victime incomprise d'une campagne de dénigrement, il espère susciter la sympathie et détourner l'attention des preuves substantielles accumulées par l'ONU et d'autres organisations sur l'implication du Rwanda dans l'exploitation des ressources congolaises. Le récit de Kagame sur les minerais est donc un mélange habile de faits vérifiables, de contre-accusations stratégiques et de positionnements victimaires visant à légitimer la production minière rwandaise tout en discréditant ceux qui remettent en question son origine. Et que dire de l'homme derrière tout ceci? Trump, le faiseur de paix improbable?
Kagame et le prix Nobel. L'un des moments les plus révélateurs de l'interview survient lorsque Steve Clements demande à Paul Kagame si, selon lui, Donald Trump et Félix Tshisekedi devraient être considérés pour le prix Nobel de la paix. La réponse de Kagame est à la fois diplomatique et stratégiquement calculée, révélant sa lecture des dynamiques de pouvoir et son positionnement personnel dans ce processus de paix. Kagame commence par s'exclure catégoriquement de toute considération pour le Nobel. Il affirme simplement ne pas penser être là ou y être encore. Cette modestie affichée est intéressante. Elle pourrait refléter une conscience que son rôle controversé dans la région, les accusations d'autoritarisme contre son régime et les allégations d'implication dans les conflits congolais font de lui un candidat peu crédible pour un tel prix. Mais elle pourrait aussi être une stratégie de déflexion, rejetant d'emblée une question embarrassante, sans pour autant critiquer ceux qui pourraient être nominés. Lorsqu'on lui demande spécifiquement son avis sur Trump, Kagame fait preuve de plus d'ouverture. Il commence par une formule conditionnelle « pourquoi pas ?». Puis il justifie cette position en soulignant ce que Trump a accompli en peu de temps et les efforts qu'il a déployés pour stabiliser la situation. Cette reconnaissance publique de Trump est significative. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de courtoisie diplomatique envers l'administration américaine, mais elle reflète aussi probablement une appréciation sincère du style de Trump. Kagame développe ensuite une réflexion plus profonde sur les limites du pouvoir présidentiel américain. Il note qu'on ne pourrait pas trouver de réponse à ces problèmes complexes en tant qu'individu, même aussi puissant que le président des États-Unis. Cette observation reconnaît la nature multilatérale nécessaire de toute solution durable. Kagame comprend que même la superpuissance américaine ne peut pas imposer unilatéralement la paix dans un conflit aussi enchevêtré. C'est alors qu'il introduit un argument crucial sur l'attribution de la responsabilité en cas d'échec. Il affirme qu'en cas de conflit entre le Rwanda et la RDC, si quelqu'un essaie d'aider et qu'il ne trouve pas de solution, on ne devrait pas blâmer celui qui tentait d'aider. Cette logique décharge Trump, et par extension tout médiateur externe, de la responsabilité d'un échec potentiel, plaçant cette responsabilité fermement sur les épaules des parties directement impliquées. Cette position est doublement avantageuse pour Kagame. D'une part, elle flatte l'administration Trump en reconnaissant ses bonnes intentions et ses efforts. D'autre part, elle prépare le terrain pour un échec potentiel en désignant d'avance les véritables responsables, les parties au conflit elles-mêmes, c'est-à-dire principalement la RDC, dans le récit de Kagame. Lorsque Clements l'interroge sur sa relation personnelle avec Trump, Kagame adopte un ton plus personnel et révélateur. Il mentionne sa première rencontre avec Trump lors de son premier mandat et leurs interactions actuelles. Ce qu'il apprécie chez Trump, explique-t-il, c'est son orientation vers les résultats. Cette affinité n'est pas surprenante. Kagame lui-même est souvent décrit comme un dirigeant obsédé par l'efficacité et les réalisations concrètes. La critique implicite que Kagame formule ensuite est particulièrement acerbe. Il existe beaucoup de gens dans le monde qui disent de belles choses, mais finissent sans rien obtenir, et qui en ont fait une habitude pendant de nombreuses années. Cette observation vise clairement les processus diplomatiques traditionnels, multilatéraux et onusiens que Kagame a souvent trouvés inefficaces. Pour lui, ces mécanismes sont devenus des fins en soi plutôt que des moyens d'atteindre des résultats tangibles. En contraste, Kagame valorise ceux qu'on pourrait blâmer pour certaines choses, mais qui sont pragmatiques dans l'obtention de résultats. C'est une référence à peine voilée à Trump et à son style controversé, mais potentiellement efficace. Kagame suggère qu'il préfère un leader imparfait, mais productif, à un dirigeant irréprochable, mais stérile. Il conclut en affirmant qu'ils ont une chance beaucoup plus grande de résoudre les problèmes de leur région et entre la RDC et le Rwanda qu'il n'en a jamais connu auparavant. La raison ? Parce qu'auparavant, il y avait trop de discussions, trop de jeux de blâme et trop de temps perdu sans aboutir à rien. Cette critique du passé renforce son enthousiasme pour l'approche de Trump. Kagame souligne que Trump a pris le dossier en main et montre clairement de bonnes intentions et une volonté d'essayer. Cette reconnaissance est suivie d'un appel au soutien. Nous devrions soutenir ce processus pour qu'il réussisse. Mais il ajoute immédiatement une responsabilisation, en sachant que Trump n'est pas celui qui doit livrer les bons résultats à 100% pendant que ceux qui sont partis au conflit restent assis sans faire leur part. Cette dernière remarque est cruciale. Elle établit une division claire des responsabilités. Trump et les États-Unis fournissent le cadre et la pression, mais le Rwanda et la RDC doivent faire le travail substantiel.
C'est une position habile qui permet à Kagame de célébrer l'intervention américaine tout en se prémunissant contre un échec potentiel. Si l'accord fonctionne, Trump mérite du crédit. Si l'accord échoue, c'est la faute des parties congolaises ou rwandaises qui n'ont pas fait leur part, et dans le récit de Kagame, ce sera principalement la faute de Kinshasa. Cette section révèle donc un Kagame qui a développé une relation de travail pragmatique avec Trump, fondée sur une philosophie partagée de résultats plutôt que de rhétorique. C'est aussi un Kagame qui construit soigneusement un récit d'excuses anticipées, préparant l'opinion internationale à un éventuel échec, tout en s'assurant que Kigali ne sera pas le principal responsable désigné. L'habileté de cette construction narrative démontre la sophistication diplomatique du président rwandais, capable de naviguer entre reconnaissance, critique et positionnement stratégique avec une fluidité remarquable. Maintenant, analysons toujours selon Kagame la racine du conflit, FDLR et la sécurité existentielle du Rwanda. Au cœur du discours de Paul Kagame sur le conflit avec la RDC se trouve une obsession sécuritaire qui remonte directement au génocide de 1994. Cette dimension, bien que brièvement évoquée dans l'interview, est fondamentale pour comprendre la logique stratégique rwandaise et les actions controversées de Kigali à l'est du Congo. C'est dans cette justification existentielle que réside peut-être la clé pour comprendre pourquoi, malgré des décennies de condamnations internationales, le Rwanda continue d'intervenir militairement au-delà de ses frontières. Le génocide rwandais de 1994, au cours duquel près de 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés en l'espace de 100 jours, constitue l'événement fondateur de la politique étrangère et sécuritaire du Rwanda moderne. Lorsque le Front patriotique rwandais de Kagame a pris le pouvoir et mis fin au génocide, les responsables génocidaires, essentiellement des extrémistes Hutus, ont fui en masse vers l'est du Congo, alors Zaïre. Ces fuyards comprenaient des membres des forces armées rwandaises, des miliciens Interahamwe et des responsables politiques du régime génocidaire. C'est de cette diaspora génocidaire qu'est née en 1994 la milice, connue sous le nom de Force démocratique pour la libération du Rwanda, FDLR. Pendant plus de 3 décennies, cette organisation a maintenu une présence armée dans l'est du Congo, constituant selon le Rwanda une menace existentielle permanente. Le gouvernement rwandais a constamment exigé que la RDC démantèle ses forces, arguant qu'elle prépare un retour au Rwanda pour achever le génocide. Dans l'interview avec Al Jazeera, Kagame évoque rapidement mais significativement le soutien aux FDLR parmi les problèmes couverts par le jeu de blâme contre le Rwanda. Cette mention, bien que brève, est révélatrice. Pour Kagame et le gouvernement rwandais, la question des FDLR n'est pas négociable. Tant que ces forces génocidaires demeurent actives et protégées sur le territoire congolais, Kigali estime avoir le droit, voire le devoir, de prendre toutes les mesures nécessaires pour neutraliser cette menace. Cette logique sécuritaire a servi de justification à 2 décennies d'intervention rwandaise au Congo. En 1996, le Rwanda a soutenu Laurent-Désiré Kabila dans sa rébellion contre Mobutu, officiellement pour créer une zone tampon contre les FDLR. Lorsque Kabila s'est retourné contre ses anciens alliés, le Rwanda a soutenu de nouvelles rébellions en 1998, déclenchant ce qu'on a appelé la guerre mondiale africaine. Plus récemment, le soutien rwandais au mouvement M23 est présenté par Kigali dans la même logique, protéger les populations tutsi congolaises contre les FDLR et défendre les intérêts sécuritaires du Rwanda. Cependant, ce que Kagame présente comme une préoccupation sécuritaire légitime est considéré par beaucoup d'observateurs internationaux, y compris plusieurs rapports d'experts de l'ONU, comme un prétexte pour d'autres objectifs. Ces analyses suggèrent que si la menace des FDLR était réelle dans les années 1990 et au début des années 2000, elle a considérablement diminué depuis. Les FDLR, affaiblis par des opérations militaires conjointes et des programmes de démobilisation, ne représenteraient plus aujourd'hui qu'une force résiduelle de quelques milliers de combattants désorganisés, incapables de menacer sérieusement la sécurité du Rwanda. Ces mêmes rapports suggèrent que le Rwanda a instrumentalisé la menace des FDLR pour justifier son maintien d'une influence militaire et politique dans l'est du Congo, région richement dotée en ressources minérales stratégiques. Le soutien rwandais à des groupes armés comme le M23 servirait, selon ses analyses, non seulement des objectifs sécuritaires, mais également des intérêts économiques et géopolitiques,
notamment le contrôle de zones minières et la protection de réseaux commerciaux transfrontaliers. Dans l'accord signé à Washington, la question des FDLR occupe une place centrale. Les documents préliminaires de juin 2025 évoquaient explicitement le désarmement et le démantèlement de tous les groupes armés présents sur le territoire congolais, y compris les FDLR. Cependant, les modalités concrètes de ce désarmement restent floues. Qui sera responsable de ces opérations? Dans quel délai? Avec quel mandat international? Et surtout, quel mécanisme de vérification permettra au Rwanda de s'assurer que la menace est effectivement neutralisée? C'est précisément dans ces zones grises que se niche le scepticisme de Kagame. Lorsqu'il affirme que le diable se cache dans les détails et que les complications surgissent toujours dans la mise en œuvre, il fait implicitement référence à ces questions opérationnelles. Pour Kigali, aucun accord ne sera crédible si la RDC ne démontre pas sa capacité et sa volonté de neutraliser définitivement les FDLR. Et tant que cette démonstration n'aura pas été faite, le Rwanda se réservera probablement le droit d'agir unilatéralement pour protéger ce qu'il considère comme sa sécurité existentielle. Cette position place la communauté internationale dans une situation difficile. D'une part, le principe de souveraineté territoriale exige que la RDC ait le monopole de la force sur son territoire et que le Rwanda cesse toute intervention militaire transfrontalière. D'autre part, la préoccupation sécuritaire rwandaise concernant les FDLR, bien que potentiellement amplifiée à des fins stratégiques, n'est pas entièrement illégitime compte tenu de l'histoire traumatique du génocide. La résolution de cette tension nécessiterait probablement une présence internationale robuste capable de garantir à la fois la souveraineté congolaise et la sécurité rwandaise. Mais les expériences passées avec les missions de maintien de la paix de l'ONU, notamment la MONUSCO, ont été décevantes. Ces forces n'ont ni réussi à désarmer les groupes armés, ni empêcher les violations des accords de paix successifs. C'est précisément cette inefficacité des mécanismes internationaux que Kagame critique lorsqu'il compare l'approche traditionnelle multilatérale à l'approche transactionnelle qu'il privilégie. Le président rwandais semble parier que l'implication directe des États-Unis et du Qatar, avec leur capacité de surveillance et de pression, pourrait cette fois créer les conditions d'une mise en œuvre effective. Mais il reste visiblement méfiant, d'où son insistance sur la nécessité d'un accompagnement continu et d'une vigilance permanente. Pour Kagame, l'histoire a démontré que la RDC ne tient pas ses engagements. Chaque accord passé a été suivi de violations, chaque promesse de désarmement des FDLR est restée lettre morte. Cette méfiance explique également pourquoi le Rwanda maintient probablement des lignes de communication et de soutien ouvertes avec des groupes comme le M23, malgré les démentis officiels. Ces relations constituent une assurance, un levier de pression et un moyen d'intervention indirecte si la situation se détériore. C'est une stratégie de défense en profondeur qui, du point de vue rwandais, est justifiée par l'impératif de sécurité nationale, mais qui, du point de vue congolais et international, constitue une violation flagrante de la souveraineté et du droit international. L'accord de Washington devra donc trouver un équilibre délicat entre ces positions apparemment inconciliables. Il devra convaincre Kagame que la menace des FDLR sera effectivement neutralisée, tout en rassurant Kinshasa et la communauté internationale que le Rwanda cessera ses interventions militaires et son soutien aux groupes armés. C'est un pari audacieux, et le scepticisme à peine voilé de Kagame dans cette interview suggère qu'il n'est pas entièrement convaincu que ce pari sera gagné. Au terme de cette analyse approfondie de l'interview de Paul Kagame à Al Jazeera, plusieurs constats majeurs émergent, révélant les véritables enjeux et les fragilités structurelles de l'accord de Washington. Premièrement, la vision de Kagame sur cet accord est profondément conditionnelle. Derrière l'optimisme diplomatique de façade se cache une méfiance structurelle envers la RDC et une préparation stratégique à un éventuel échec. Chaque formulation positive est immédiatement nuancée par un rappel des complications passées, des violations antérieures et des défis futurs. Kagame n'est pas venu à Washington en croyant à une paix définitive, mais en acceptant un cadre négocié qui lui permet de poursuivre ses objectifs sous un habillage diplomatique renouvelé.
Deuxièmement, le président rwandais a révélé une lecture géopolitique sophistiquée qui positionne le Rwanda comme acteur régional pragmatique dans une nouvelle architecture de coopération internationale. En valorisant l'approche transactionnelle de Trump, tout en critiquant les modèles traditionnels de coopération basés sur les valeurs, Kagame signale une évolution plus large dans les relations Afrique-Occident. Il suggère que l'ère des conditionnalités démocratiques et des lectures moralisatrices des conflits africains est révolue, remplacée par un pragmatisme d'intérêt mutuel où chaque partie reconnaît ouvertement ce qu'elle gagne de l'engagement. Troisièmement, la question des ressources minérales occupe une place centrale dans le récit de légitimation rwandais. Kagame ne se contente pas de nier les accusations de pillage. Il contre-attaque en affirmant la légitimité géologique de la production minière rwandaise et en accusant d'autres acteurs régionaux et internationaux de participer à un trafic bien plus important, tout en échappant aux critiques. Cette stratégie de défense par l'offensive révèle la sensibilité extrême du Rwanda sur cette question, mais aussi sa détermination à maintenir son modèle économique de transformation et d'exportation de minerais, quelles que soient les critiques internationales. Quatrièmement, la relation entre Kagame et Trump apparaît comme fondée sur une affinité pragmatique plutôt que sur des valeurs partagées. Les deux dirigeants semblent apprécier mutuellement leur orientation vers les résultats mesurables plutôt que vers les processus et les principes abstraits. Cette convergence pourrait effectivement créer une dynamique nouvelle, mais elle soulève également des questions sur la durabilité de l'accord au-delà de l'administration Trump et sur la place des considérations éthiques et humanitaires dans ce nouveau cadre. Cinquièmement, et peut-être plus significativement, la question des FDLR et de la sécurité existentielle du Rwanda demeure le nœud gordien du conflit. Tant que cette préoccupation ne sera pas abordée de manière crédible et vérifiable, le Rwanda conservera probablement sa capacité d'intervention indirecte dans l'est du Congo. L'histoire montre que chaque fois que Kigali a estimé que sa sécurité était menacée, il a agi unilatéralement, quelles que soient les condamnations internationales. L'accord de Washington changera-t-il cette dynamique ? La réponse de Kagame suggère que non, à moins que des mécanismes de surveillance robustes et crédibles ne soient effectivement mis en place. Ce qui frappe également dans cette interview, c'est ce qui n'est pas dit. Kagame n'aborde jamais directement l'accusation de soutien au M23. Il ne reconnaît jamais explicitement les interventions militaires rwandaises passées au Congo, préférant les présenter comme des réactions défensives à des menaces existentielles. Il ne discute pas des droits humains, ni des critiques sur l'autoritarisme de son régime, ni des préoccupations démocratiques qui persistent au Rwanda. Ces silences sont aussi révélateurs que ces déclarations. L'accord de Washington représente-t-il donc une véritable opportunité de paix ou simplement une pause tactique dans un conflit structurel ? La réponse dépendra de 3 facteurs critiques que Kagame lui-même a identifiés. La capacité et la volonté de la RDC de respecter ses engagements, l'accompagnement continu et vigilant de la communauté internationale, et surtout la résolution effective de la question des FDLR et de la sécurité régionale. Pour l'instant, Paul Kagame a montré qu'il était prêt à jouer le jeu diplomatique, à signer les accords et à participer au processus. Mais il a également clairement indiqué qu'il restait profondément sceptique quant à la fiabilité de son homologue congolais et qu'il conservait toutes ses options stratégiques ouvertes. C'est une diplomatie de la couverture d'assurance, s'engager suffisamment pour bénéficier des avantages de l'accord, mais pas assez pour se retrouver vulnérable si l'accord échoue. La vraie question qui émerge de cette interview n'est donc pas de savoir si Kagame croit en la paix, mais de savoir dans quelles conditions il accepterait une paix définitive. Et ces conditions, telles qu'elles transparaissent dans ses propos, sont extrêmement exigeantes. Désarmement total et vérifiable des FDLR, reconnaissance de la légitimité des préoccupations sécuritaires rwandaises, maintien d'un accès aux ressources économiques de la région, et surtout, préservation de l'influence politique de Kigali dans l'est du Congo. Aucun accord, aussi bien intentionné soit-il, ne peut ignorer ces réalités. La diplomatie transactionnelle de Trump pourrait créer un cadre nouveau, mais elle ne changera pas fondamentalement les calculs stratégiques de Kagame, forgés par 3 décennies de conflits et par le traumatisme indélébile du génocide. Pour que la paix soit durable, il faudra plus qu'un accord signé à Washington. Il faudra une transformation profonde des relations régionales, une reconstruction de la confiance sur plusieurs années. Et surtout, une volonté authentique de toutes les parties de privilégier la stabilité régionale sur les intérêts nationaux à court terme.
L'interview de Paul Kagame à Al Jazeera révèle un dirigeant qui reste profondément ancré dans une logique de survie et de puissance. Un dirigeant qui a appris à naviguer dans les complexités de la diplomatie internationale tout en poursuivant inlassablement ce qu'il considère comme les intérêts vitaux de son pays. Un dirigeant qui, malgré toutes les critiques et condamnations, a réussi à positionner le Rwanda comme un acteur incontournable dont la vie et le consentement sont nécessaires pour toute solution régionale. La question qui demeure est celle-ci. Dans un monde où la diplomatie transactionnelle remplace progressivement les approches basées sur les valeurs, où les résultats comptent plus que les processus, et où les grandes puissances cherchent des accords rapides plutôt que des solutions durables, quel type de paix peut réellement émerger? Sera-ce une paix juste et durable, ou simplement une gestion sophistiquée du conflit qui permet à chaque partie de poursuivre ses objectifs sous une façade de coopération? Paul Kagame, dans cette interview, a fourni quelques éléments de réponse. Mais la véritable réponse ne viendra pas des mots prononcés dans un studio d'Al Jazeera ou des signatures apposées dans un institut de paix à Washington. Elle viendra des actions sur le terrain, de la volonté politique effective des dirigeants et de la capacité de la communauté internationale à transformer les promesses diplomatiques en réalité tangible pour les millions de Congolais et de Rwandais qui aspirent simplement à vivre en paix, sans craindre la violence, le déplacement ou l'exploitation. C'est là que réside le véritable enjeu de l'accord de Washington, non pas dans sa signature, mais dans sa mise en œuvre. Et sur ce point, Paul Kagame a été parfaitement clair. Le diable se cache dans les détails, et c'est là que les complications surgissent toujours. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de cette édition spéciale d'Inside News Review. Nous avons plongé ensemble dans les profondeurs de la pensée de Paul Kagame, décortiquant chaque argument, analysant chaque nuance, examinant chaque non-dit. Notre mission, comme toujours, n'était pas de juger, mais de comprendre, de vous fournir les éléments d'analyse nécessaires pour forger votre propre opinion éclairée. L'accord de Washington constitue-t-il une véritable percée vers la paix dans les grands lacs africains, ou n'est-il qu'une étape de plus dans un cycle interminable de promesses non tenues? La diplomatie transactionnelle de Trump peut-elle vraiment résoudre ce que 3 décennies de médiation traditionnelle n'ont pas réussi à accomplir? Paul Kagame est-il le défenseur légitime de la sécurité de son pays ou un acteur régional poursuivant des intérêts plus complexes sous couvert de préoccupations existentielles? Ces questions, nous vous les posons aujourd'hui. Nous vous invitons à y réfléchir, à approfondir vos recherches, à croiser les sources et surtout à maintenir cet esprit critique qui est la marque d'un citoyen informé et responsable. Dans un monde saturé d'informations, de désinformation et de récits concurrents, votre capacité à analyser, à questionner et à comprendre les enjeux réels devient plus cruciale que jamais. N'hésitez pas à partager cette émission avec votre entourage, à commenter avec vos analyses et vos questions dans l'espace prévu à cet effet et à nous faire part de vos réflexions. Inside News Review existe grâce à vous, à votre engagement et à votre soif de vérité. Ensemble, nous construisons une communauté d'esprit éveillés, capable de naviguer dans la complexité du monde contemporain sans se laisser emporter par les vagues de la propagande ou de la simplification excessive. Restez avec nous, suivez nos prochaines émissions et surtout, continuez à rechercher la vérité derrière les apparences, car c'est là que se trouve la véritable information, celle qui éclaire plutôt que celle qui aveugle, celle qui éduque plutôt que celle qui manipule. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, gardez l'esprit ouvert, le jugement critique et la soif de comprendre. Merci de votre fidélité. Bonne continuation.